Bonjour, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Xbox Series X et Windows. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 décembre 2019 et c'est l'épisode 171 de Lifestyle. Ils sont deux avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir comme d'habitude Cassim. Bonsoir Cassim. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, toujours en forme. Oh, toujours la forme pour Lifestyle, évidemment. Merci Cassim. Que l'on retrouve aussi sur Salut Techie, le podcast Frandroid. C'est vrai. Qui parle aussi des transports en commun, de manière un peu originale. C'est vrai. C'est vrai qu'on fait ça. C'est vrai. Et à côté de toi, il y a Florian. Salut Flobo. Hello. Alors Flobo qui est passé au casque juste pour améliorer la facilité du montage audio. Allez, ce soir, petit rappel rapide, si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez nous retrouver aussi en audio en utilisant le flux RSS. Pour ça, vous utilisez l'adresse podcast.lifestyle.fr. Vous pouvez utiliser ça sur n'importe quel lecteur de flux RSS, que ce soit audio ou texte. Sinon, si vous nous écoutez en audio, que vous voulez nous retrouver en vidéo, vous pouvez utiliser tout simplement l'adresse youtube.lifestyle.fr. Et puis pour toutes les informations, retrouvez-nous sur le site lifestyle.fr, c'est encore le plus simple. Sinon, quoi vous rappeler qu'il existe la chaîne YouTube, bien sûr, mais aussi avec la partie tuto. Vous avez quelques tutos vidéo qui vous expliquent comment améliorer votre utilisation de l'informatique. Et puis, grâce à Florian et Christophe, nous avons la M-Story aussi qui rappelle l'histoire de Microsoft de sa création jusqu'à pour l'instant aux années 2000-2001. Voilà, c'est là où nous en sommes restés. Et puis sur cette introduction un petit peu longue, je crois que ça va être le moment de lancer un jingle et puis on attaque le gros dossier. Cassim, pour ce dossier, je crois que nous allons parler jeux vidéo, on va parler console de jeu, on va parler Xbox. Xbox, tout à fait. Et c'est bien, juste Xbox. On va parler juste Xbox. C'est ça, j'ai du mal. Hein. Tu vois, j'avais envie de dire série X, mais non, il paraît qu'il ne faut pas le faire. Alors, on peut, mais c'est spécifique. Alors, du coup, oui, on va parler évidemment de la nouvelle console de Microsoft qu'ils ont dévoilée à la surprise générale. Donc, c'était à la cérémonie des Game Awards 2019, qui est un peu l'équivalent, en tout cas, ça essaye d'être l'équivalent des Oscars, mais pour le jeu vidéo. Ouais. Et donc cette cérémonie, ils essayent de créer un peu l'événement autour des remises de prix. Et il y a Phil Spencer qui est monté sur scène pour faire le reveal de la Xbox Series X, du coup, qui est donc le nom officiel de ce qu'on connaissait avant sous le nom Project Scarlett, donc la console de nouvelle génération. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas un nouveau modèle de Xbox One ou un simple nouveau modèle de Xbox, mais bien une nouvelle génération, la 4e génération après la Xbox tout court, la 360 et la Xbox One. Donc ils ont dévoilé ce nom-là, ils ont aussi dévoilé le design. Le design, il est assez simple à expliquer, hein. C'est une base carrée. Puis en fait, c'est un pavé droit de à peu près. Alors on a calculé la taille parce qu'il ne la donnait pas, mais. C'est en fonction de la manette, c'est ça? Alors il y a 3 éléments. Il y a une manette, on voit sur les images de la console une manette Xbox. Oui. Il y a le lecteur Blu-ray qui fait forcément 12 cm de diamètre. Et forcément. Et un port USB type A qui est aussi un format, qui est un standard. Qui est standard, d'accord. Donc tu peux calculer la taille et on obtient un carré en fait de 15 cm de côté pour la base et sur 30 cm de hauteur. Ah mais c'est tout petit? C'est pas si grand que ça. En fait, sur les images, t'as vraiment l'impression d'un truc qui va te prendre beaucoup de place. C'est pas si grand que ça. Là où c'est un peu, comment dire, un peu surprenant dans le design, c'est que ça a l'air clairement pensé pour être vertical déjà, d'une part. Oui. Donc c'est quand même quelque chose dont il va falloir trouver une place sur le meuble télé. Et alors ils ont annoncé que tu peux le mettre à l'horizontale. Elle a été conçue pour être dans les deux sens, même si visiblement elle a quand même été plutôt imaginée pour être verticale. Tu peux la mettre à l'horizontale. Oui. Et le truc c'est qu'à l'horizontale, du coup, elle fait donc 30 cm de large du coup à l'horizontale pour 15 cm de haut. Et 15 cm de haut, c'est quand même très grand pour un appareil que tu mets dans un meuble télé. C'est plus gros que les magnétoscopes. En fait, c'est la taille d'un ampli hi-fi en général. Ouais, on est plutôt sur la taille d'un ampli tuner carrément, pas qu'un ampli, un ampli tuner, ouais. Oui, voilà, les amplis. Donc c'est un beau bébé quand même, qui rentrera pas forcément dans tous les meubles télé. Et c'est quand même beaucoup plus gros. C'est quasiment 2 Xbox One empilés, quoi.
Donc c'est quand même... Oui, mais beaucoup moins profonde. Alors beaucoup moins profonde, effectivement. Mm. Mais du coup, dans la map télé, c'est plutôt la hauteur justement qui va compter plutôt que la profondeur en général. Oui, mais est-ce que tu veux qu'on s'arrête sur le design dans un premier temps? Bah oui, bien sûr. Ouais. Parce que moi, je t'avoue que finalement, si tu me donnes ces dimensions de 30 cm de haut, 15 cm de côté à la base, finalement, je le vois bien, tu vois, à côté d'une enceinte. Moi, j'ai ma télé, j'ai 2 enceintes de part et d'autre de la télé, et je le verrais bien à côté, hein. Noir, enceinte noire, télé noire, ça passerait l'un sur l'autre, nickel. Oui, on l'a pas dit, mais le design sinon esthétique, bon, vous verrez des images bien évidemment, Oui, il y mais, en aura pendant la vidéo. si vous êtes à l'audio et que si vous l'avez pas encore vu, l'esthétique c'est carrément celle de la Xbox One X, donc c'est quelque chose c'est un monolithe noir sans aspérité, vraiment très sobre, avec simplement en haut donc si vous le tenez à la verticale, en haut il y a une grille pour la ventilation avec une lumière verte, et ils ont déjà détaillé, petit point de design, qu'il y a une seule ventilation dedans, c'est probablement un large ventilateur. Et justement, le principe d'un large ventilateur, c'est pour que ça fasse moins de bruit. Eh oui. Donc voilà, c'est vraiment tout pensé en verticalité, avec cette lumière verte au-dessus, avec cette petite grille. Mais sinon, c'est très sobre, hein, d'une manière générale. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Flobo? Parce que t'es pas forcément le plus joueur de nous, mais qu'est-ce que t'en penses de ça, de ce Moi, design? j'ai vu ça, j'ai fait, ben, c'est un PC. Je pense que beaucoup de monde a eu cette réaction-là. Mais comme tu dis, là, je viens de me rendre compte grâce à la manette et l'explication du casting que c'est pas si grand que ça, parce que moi, je voyais ça comme une tour, là. Moi, Oui. j'avais fait des images, je voyais ça comme une tour. Mais là, je me regarde par rapport à ma manette Xbox que j'ai à côté, là, et je me rends compte, en fait, tu mets 3 manettes à peu près, ça fait à peu près ça. C'est ça. Donc, Ouais. ouais, en fait, c'est petit, enfin, c'est beaucoup plus petit que ce que la vidéo avait donné l'impression. Et ouais, après, par contre, je me pensais qu'on pourrait peut-être mettre quelque chose au-dessus, mais si la ventilation est au-dessus, bah non, ça va pas être possible. Donc, bah, à voir. Après, moi, ça me dérange pas que tu puisses pas mettre ça dans un meuble télé. J'ai pas de meuble télé, mais bon, après, c'était pas le cas de tout le monde. C'est vrai. Mais, C'est ouais, non, vrai, mais c'est en vrai. tout cas, d'ailleurs, on en parle un peu depuis tout à l'heure, la manette. Donc, oui, ils l'ont présenté en même temps, même s'ils n'ont pas tout détaillé encore. Mais on a effectivement une image officielle de la manette. Donc, on peut en parler. Elle est très proche de la manette de la Xbox One actuelle, la manette de base de la Xbox One. Ah oui. Mais elle a quand même quelques éléments qui changent. 3 principaux, 4 même. Alors, d'abord, elle est un peu plus petite que la manette Xbox One. Ouais. Elle est un peu plus petite que la manette Xbox One actuelle, ils disent pour qu'elle soit plus adaptée à plus de mains, qu'elle gêne moins les, euh, les mains, en particulier enfin, les gens qui ont des mains un peu plus petites et qui étaient peut-être un peu... c'était pas forcément le plus ergonomique avec la manette Xbox One actuelle. Donc là, elle est un peu plus petite. Sinon, dans les changements plus directs, ça va être un pavé directionnel qui a changé, qui s'inspire... Alors, je l'ai encore. Ouais, je vais la sortir. Hop, la Donc c'est manette de ça la... qui change. Ouais, le pavé directionnel. Et il change pour celui de la Elite série 2. Vous savez, ce petit truc ici. Alors, c'est pas Euh, tout à fait le même. alors, c'est pas exactement le même, mais ils ont bien expliqué qu'ils s'en Oui, inspiraient, tout à qu'ils fait. avaient pris un peu ce qu'ils avaient appris avec ce joystick, enfin ce stick, ce pavé directionnel. Donc, il est un peu plus marqué sur la nouvelle manette. Là, c'est vraiment un rond. Sur celui de la série 2, c'est vraiment un rond parfait. Enfin, c'est un peu Oui, bizarre. Sur celui de la nouvelle manette, on voit quand même un peu plus les croix directionnelles, je pense, pour moins perdre les gens. c'est ça. Mais du coup, il a quand même changé de design. Sinon, on a un bouton central maintenant qui est apparu sur la manette, vraiment au milieu de la manette, qui va servir de bouton de partage, et qui est quelque chose qu'on voyait déjà sur la manette de la PlayStation 4 et Alors, la c'est manette de la ce que vous aurez à Switch. peu près au-dessus de mon doigt, là, au-dessus de mon Là, index. attends, j'ai encore Voilà. mieux, j'ai l'illusion parfaite. Hop, Ah oui. regarde, Alors, attends, hop. Mais oui. Ah oui, regarde, hop. j'ai un bouton au milieu. En fait, c'est bon, c'est le bouton. Sur la Elite 2, c'est le bouton pour changer les profils, mais on va dire que c'est la même chose. Mais en plus, c'est au même endroit et tout, c'est marrant. C'est Euh, vrai. Donc, c'est un bouton de partage qui va permettre de partager des captures d'écran ou des vidéos. Et donc, tu me le montrais, remets-le à l'écran, je t'en prie. Oui, allez, Euh, hop, je remets. Donc, on Ils a ont, les petites gâchettes ouais, devant qui porteront un grip ouais, normalement. surtout les gâchettes en particulier, j'en ai l'impression, les gâchettes vraiment en bas, là, celle Celles-là, là, les ouais, grandes. les grandes gâchettes, qui vont ouais, être un peu grippées, donc avec une texture pour être un peu plus agréable sous le doigt
et donner une meilleure impression, quoi. Donc des changements subtils, mais en même temps, est-ce qu'il fallait des gros changements pour cette manette? Je ne sais pas. Est-ce que, par rapport au D-pad, est-ce que tu trouves qu'il est meilleur comme ça qu'avant ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça. Je dirais que c'est pas la touche que tu utilises le plus dans les jeux Ah actuellement. non, mais c'est pour ça que je vois pas à quoi ça sert en fait d'avoir des coins comme ça où on peut appuyer. Enfin, j'ai l'impression que c'est juste pour qu'on puisse aller en haut à droite en même temps, non? C'est pas ça l'idée? J'imagine, oui, que c'est ça. Je t'avoue que moi, ça me parle pas. La preuve, c'est, enfin, vous m'avez vu le remonter, c'est parce que moi, j'utilise Oui, oui. les pavés, enfin, les flèches normaux, sans, Normal. ouais, sans Classique. ouais, classique, voilà, sans le cercle là. Et alors, on peut l'enlever ça sur la Mais manette de la Series X? non, Ah, alors je là, pense pas. Hein. enfin, ils n'ont pas annoncé, mais a priori, c'est une manette complètement classique D'accord. dont le but est quand même d'être moins cher. Oui. Le dernier point qu'ils ont annoncé, c'est qu'elle est compatible. Alors on va y revenir, mais le nom de la manette, c'est la nouvelle manette sans fil Xbox. On Oui. va y revenir, ça a une importance. Je trouve ça très bien d'ailleurs. Dans l'intention, je trouve ça très bien. Ça prend pas les clients pour des cons sur ce coup-là. Alors, Enfin, du c'est coup, mon avis. justement, elle est intégrée avec la boîte de la série X, mais par contre, elle est compatible avec les PC Windows, bon, ça, ok, et la Xbox One. Donc, C'est bien ça. donc c'est-à-dire qu'à partir de novembre 2020, là, quand elle va sortir la console, ils vont pouvoir vendre cette manette-là. Et si tu as encore une Xbox One, et que tu te trompes en fait à l'achat, j'imagine, du coup, ou que tu veux acheter en attendant la nouvelle génération, elle sera compatible avec ta console, quoi. Donc ça, c'est très bien. On le rappelle, les accessoires de la Xbox One, tous les accessoires sont compatibles avec la prochaine console aussi. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être pas chez tous les constructeurs, Cassim. Après, je connais pas trop l'univers PlayStation, mais est-ce que c'était compatible ou pas? Entre la 3 et la 4? Alors, entre la 3 et la 4, pas du tout. La 4, pour la 5, ils annoncent que les jeux seront rétrocompatibles. On ne sait pas encore ce que ça veut dire après pour les accessoires et tout. On ne sait pas du tout. On imagine ils vont quand même faire pareil et que les manettes seront quand même rétrocompatibles, mais en tout cas que tu pourras utiliser ta manette de PlayStation 4 sur la PlayStation 5. D'accord. Et par contre, ils ne feront pas la même chose que ce que Microsoft là, de proposer la nouvelle manette sur les anciennes consoles. Ça, à mon avis, ça n'arrivera pas. Après, ils utilisent peut-être un protocole différent entre la techno Microsoft et la techno PlayStation, vu que sur PC, ça marche excellemment bien si on a le Bluetooth sur l'ordinateur. Alors la manette PlayStation, c'est effectivement que du Bluetooth, alors que la manette Microsoft, c'est une double technologie, c'est Bluetooth d'une part, c'est ce que tu utilises sur PC, ou le Wi-Fi direct avec la Xbox, qui effectivement permet une réduction de la latence. Et d'ailleurs, dans une interview, ils ont dit qu'ils allaient continuer à travailler pour que la manette ait vraiment la latence minimum possible avec la console, quoi. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Cassim. Bon, là, on a parlé de son design, on a parlé de sa manette. Vous trouvez Oui, Florian, pardon. Par rapport aux boutons qu'on a maintenant, les trois boutons du milieu, vous trouvez ça clair, vous, les pictogrammes qu'il y a dessus maintenant? Non, mais par habitude, je les réfléchis plus. Ouais, pareil. Après, Le milieu, c'est partage, mais les deux autres, c'est censé être quoi maintenant? il y a le bouton menu principal et il y a un bouton d'option, c'est presque un menu contextuel. Ouais. Mais tout dépend des jeux auxquels tu joues après. Je te cache pas que pour moi, ça reste Start et Select parce que Oui, voilà, pour moi aussi. j'ai grandi avec la PlayStation et que voilà, c'est Oui, Start et pour moi, c'est Select. Select, mais j'ai l'impression que c'est censé avoir un sens, une logique. On dirait qu'il y en a un, ça va être multitâche et l'autre, ça a l'air d'être. Bah oui, en fait, c'est parce qu'à l'époque, enfin, au début de la Xbox One, ça servait de snap, ça servait pour mettre une fenêtre sur le côté. C'est pour ça que ça tournait comme ça. Donc c'était l'icône du multitâche de Windows 8. Voilà. Ah Bref, oui, d'accord, oui, ok. mais du coup, oui, ça a bien disparu depuis. On verra bien s'ils conserveront les mêmes pictogrammes. Je pense qu'ils conserveront les mêmes pictogrammes du coup pour que les manettes soient compatibles justement pour pas perdre les gens. Donc on a parlé effectivement de la manette et du design. Je pense qu'on peut parler du nom parce qu'il y a quand même des choses à dire dessus. Oui, le nom. Parce que donc ils ont annoncé au Game Awards la Xbox donc série X et en fait Series X d'ailleurs, il y a un S à la fin. Et ils ont été obligés quelques jours plus tard de clarifier le nom de la console parce que ça avait un peu perdu les gens. Alors je dois avouer que moi quand j'ai eu l'annonce, je trouvais que effectivement que ça manquait un peu de clarté, mais que enfin on avait un peu l'impression de comprendre où ils allaient. En tout cas, ils avaient promis que le nom de cette nouvelle Xbox allait avoir un sens, signifier quelque chose. Il faut savoir que par exemple Xbox 360, le nom signifiait
Le 360 faisait référence aux joueurs au centre de l'expérience. Bon, après, c'est du marketing, hein, voilà. Alors que le One de Xbox One, c'était par rapport au côté tout en un du Media Center et la promesse. Voilà. Donc, c'est dans leur philosophie marketing. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. L'idée était là. Là, c'est du coup le nom de la génération, c'est Xbox. Il n'y a plus de nom en fait. Il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de. Tu sais qu'ils ont fait ça pour la Surface Pro numéro 6, qui s'est pas appelé 6, qui s'est appelé Surface Pro tout court. Ouais. Et finalement, ils sont revenus à 7 derrière. Oui. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais. Donc en tout cas, ils ont plus là de marqueur de génération, c'est Xbox tout court. Cela étant dit, la Xbox, ça reste la première console de Microsoft de 2001. Il n'y aura pas de Xbox en fait. La Xbox n'existe pas. Enfin, la machine en elle-même, il n'y a pas de Xbox tout court. C'est l'écosystème. Voilà, et c'est la génération de consoles en général. Ouais. Et tu as forcément le nom du modèle qui est associé. Tu posséderas pas une Xbox tout court, tu auras soit une Xbox série X, soit une série Z, une série T, une série S, on ne sait pas, enfin une série C peut-être, je ne sais pas. Mais tu auras forcément un nom de modèle, probablement avec série à chaque fois devant. Mais tu n'auras pas le nom tout court. Le nom tout court, par contre, il apparaîtra à mon avis à plusieurs endroits. On en a déjà parlé, il apparaîtra pour la manette. Quand tu achèteras la manette, c'est la manette Xbox sans fil. Il n'y a pas de nouvelle Xbox. C'est pas la manette de la série X, c'est juste la manette Xbox. Ouais, c'est la. Ouais. Et l'autre élément où ça apparaîtra, à mon avis, c'est sur les jeux. En fait, il n'y aura pas de logo. Il n'y aura pas le logo série X sur les jaquettes. Ce sera juste le logo Xbox. Et tu achèteras un jeu Xbox. Et je pense que ça a beaucoup de sens par rapport à l'arrivée de xCloud et au Game Pass, etc., de juste tout ranger dans Xbox en général. Là où je pense que ça peut être compliqué, il va falloir que Microsoft fasse beaucoup d'efforts de communication. Et on les connaît pour être doués en communication, donc tout ira bien. Ouais. Parfois, ils peuvent être bons, mais bon, malheureusement, c'est passé souvent. Alors pour moi, dans ce domaine. En tout cas, le plus gros point, ça va être qu'il va falloir expliquer aux gens qui ont une Xbox One que, a priori, sauf surprise, les jeux Xbox sont pas compatibles avec leur Xbox One. Et donc, quand ils achètent en magasin un jeu Xbox, à part quelques jeux peut-être au lancement, genre Halo Infinite ou quoi, mais à mon avis, ça va rapidement ne plus être le cas, les jeux Xbox seront pas compatibles avec la Xbox One. Donc, il va falloir... Comment tu expliques aux gens, au grand public, quand ils vont dans son Micromania, que « Ah non, monsieur, cette jaquette avec un jeu Xbox, c'est pas compatible avec votre Xbox One. » Mais je comprends pas, j'ai une Xbox. Non, c'est une Xbox One, c'est pas une Xbox. Ouais, c'est ça. C'est absolument pas... Enfin, c'est absolument pas clair pour monsieur et madame tout le monde. Sinon, il faudrait que sur le jeu, il y ait marqué le nom, voilà, avec compatible avec telle console, telle console, telle console. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, surtout que, enfin, pour moi, l'autre point faible de ce nom, c'est comme tu le disais pour la Surface Pro, c'est qu'à partir du moment où tu abandonnes le nom de génération, tu imagines qu'il n'y aura plus de nouvelle génération, en fait. Ça veut dire c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer que dans 5 ans, ils lancent une série, alors soit une série Z, par exemple, s'ils veulent changer carrément de lettre, ou par exemple une série X2, pour dire que c'est on comprend que le X, c'est pour dire que c'est la plus puissante de la gamme, de l'éventuelle future gamme de consoles. Ils pourront lancer une X2 pour dire, bah voilà, c'est la remplaçante de la série X, toujours la plus puissante. Mais par contre, est-ce que les jeux seront compatibles avec la première série X? Enfin, tu vois, il y a plein de questions qui vont se poser si tu mets fin aux générations, il y a plein de questions qui se posent, quoi. Donc bah oui, c'est pas clair. Ça, il va falloir qu'ils travaillent à l'expliquer, quoi. Ouais, il va falloir que sur le jeu, tu saches avec quelle génération ton jeu est compatible. Et si tu connais la génération de ta console, bah, je pense que certains vont pas la connaître. Donc bon. Enfin voilà. Donc on a parlé du nom, on a parlé de son aspect, on a parlé de sa manette. De quoi il nous reste à nous délecter? Bah, du coup, bon, déjà c'est pas mal, hein, parce que du coup on connaît pas encore le design et tout de la PlayStation 5 par exemple. Donc c'était vraiment une annonce assez surprenante. Il y a quelques dernières informations quand même sur l'écosystème Xbox en général. Déjà, ils ont clarifié que la promesse de puissance, donc ils ont dit qu'elle était 4 fois plus puissante en processeur que la Xbox One X, et 2 fois plus puissante, qui est déjà beaucoup, et 2 fois plus puissante en graphisme. Donc c'est ce que tu nous disais, 12 teraflops en graphisme contre les 6 teraflops de la One X. Et du coup, c'était une rumeur, mais du coup, qui avec cette déclaration de juste... Alors eux, ils promettent pas de teraflops ou quoi,
mais ils annoncent le doublement des performances en graphisme. Donc on comprend que de façon, comment dire, sans vraiment clairement l'indiquer, on comprend qu'ils confirment un peu cette rumeur aussi, du coup, on imagine. Oui. Et du coup, c'est vraiment un des éléments donc, sur lesquels ils ont insisté avec effectivement cette question de la ventilation. Ils promettent qu'elle sera aussi silencieuse que la Xbox One X, donc, qui est actuellement la console la plus silencieuse, enfin qui n'a pas de souci avec ça. Je connais pas la X, mais la S se fait pas spécialement entendre en tout cas. Non, mais en général, toutes les Xbox One font pas de bruit, c'est la PlayStation 4 Pro qui est une catastrophe, globalement, qui fait de la bruit d'un aspirateur. Non, Xbox, ils n'ont pas eu de soucis sur ça, c'est pour ça que la console était grosse aussi par rapport à PlayStation, à l'époque, la première One. Et ils ont annoncé quelques technologies qui sont intéressantes. Du coup, ils ont promis du coup de la 4K à 60 images secondes, voire de la 8K et du 120 images par seconde. Et ils ont annoncé quelques supports de technologie, et notamment, donc il y aura bien un SSD à l'intérieur qui va permettre, ils ont dit, de pouvoir avoir plusieurs jeux lancés simultanément. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, par exemple, tu as un jeu auquel tu adores jouer en multijoueur, je sais pas, Sea of Thieves, Minecraft, tu adores y jouer en multijoueur, mais quand tu es tout seul, tu as envie plutôt de te faire un jeu d'aventure, un Gears, un Halo, voilà, un jeu d'aventure. Assassin's Creed. Un petit Assassin's Creed. Mais du coup, tu alternes souvent entre les deux. Tu fais la campagne, l'autre, tu fais ton multi. Et en fait, du coup, actuellement, tu es obligé de relancer le jeu à chaque fois. C'est un peu pénible. Oui. Et donc, ils ont promis, là, de faire la même chose que quand tu relances tout le temps le même jeu, c'est-à-dire pouvoir le mettre en veille et pouvoir le relancer instantanément où tu en étais, sans repasser par le menu principal, sans relancer le jeu, sans attendre, quoi. Ça, c'est quand même un sacré confort parce que un jeu comme Assassin's Creed, moi je sais, c'est un jeu auquel je joue beaucoup, qui met quand même qui met bien au moins 4 minutes quand même à se lancer pour être vraiment dans le jeu. Wow. Quand tu fais juste reprendre et tac, en 2 secondes, tu es dans ton jeu, c'est super. Bah ça, c'est un truc auquel on s'est vraiment habitué et je trouve que c'est un confort que tu as sur console qui n'existe pas sur PC, justement, la reprise instantanée des jeux. Ouais, mais les PC, quand même, tu as déjà des SSD, tu as quand même des machines qui sont plus puissantes que les consoles. Bien sûr. Bon. Mais justement, c'était un confort. En tout cas, la mise en veille, c'était vraiment un confort que je trouve que j'ai trouvé sur cette génération de consoles qui était vraiment agréable. Et je suis content qu'il l'améliore énormément en proposant justement cette reprise rapide. Clairement. Ouais. Le dernier petit point technologique, c'était, ils ont appelé ça le shader variable rate shading. Alors, en gros, ce que ça veut dire, c'est que la console est capable de moins calculer des détails graphiques dans les zones où le joueur ne va de toute façon pas voir les détails graphiques. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un jeu avec beaucoup de contraste, genre un Resident Evil où vous êtes un peu dans le noir. Bah, dans les zones complètement en ombre, où il y a dans l'ombre ou dans le noir, où de toute façon l'œil humain ne va pas voir les éléments, la console va moins calculer de détails, va moins se perdre de temps sur ça, ce qui va du coup augmenter les performances des jeux sans détriment particulier pour le joueur en fait. Donc c'est une technologie qui est assez intéressante et qui s'intègre là dans la nouvelle génération de consoles. PlayStation aura probablement la même chose, mais du coup ça veut dire que les jeux vont pouvoir, les développeurs vont pouvoir tirer encore plus de partie de cette nouvelle puissance, alors que la console est déjà annoncée comme étant très puissante. D'accord. Donc ça c'est vraiment un bon point. Et après, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les grosses annonces. Je voulais juste pointer du doigt, si vous comprenez l'anglais, il y a un très très long article de Eurogamer Digital Foundry qui a été que l'on mettra en lien, bien sûr, qui est une longue analyse du design de la série X et de l'analyse technique et tout, de ce qu'on sait de ce qu'il y a derrière. En gros, la conclusion de cet article, c'est pour dire que ils sont très enthousiastes vraiment de ce que Microsoft a présenté et de ce que Sony semble être en train de préparer. Et c'est vraiment le retour à... Ils disent qu'ils trouvent une forme d'optimisme dans le design de la Xbox Series X, dans le sens où on sent que Microsoft et Sony, ils ont eu envie d'investir et ils sont vraiment en pleine concurrence, en train d'essayer d'avoir la console la plus puissante, chacun de leur côté. Et c'est vraiment la concurrence qui tire les choses vers le haut et on aura vraiment une génération de consoles qui arrive là, qui sera techniquement vraiment à la pointe, même par rapport au PC. Ce qui n'était pas du tout le cas quand la PlayStation 4 est sortie ou la Xbox One. Par rapport à leurs PC contemporains, elles étaient déjà un petit peu en retard, même quand elles sont sorties. Là, comme tu dis, on aura du SSD, etc. Enfin, ça va vraiment être quelque chose de très haut de gamme, quoi. En tout cas, au niveau des technologies, les développeurs retrouveront ce qu'ils avaient déjà sur les grosses machines de jeux PC. Donc ça va être beaucoup plus facile. Finalement, ce que disait un petit peu Flobo tout à l'heure, et c'est loin d'être bête,
Cette console, finalement, c'est quasiment un PC dédié au jeu, tout simplement. Bah, même il y en a beaucoup qui ont pensé, quand ils ont annoncé cette forme de tour, effectivement, il y en a beaucoup qui ont eu l'instinct de se dire c'est peut-être le premier PC développé par Microsoft, tu vois, de jeu, le premier PC fixe de jeu. Mais donc effectivement, après on garde certains éléments très spécifiques des consoles, comme le fait que ce soit une plateforme fermée, du coup, où tu peux pas installer ce que tu veux, il n'y a pas de store concurrent, par exemple, à celui de Microsoft, ou ce genre de choses. Mais en même temps, c'est une expérience très contrôlée et qui, du coup, comme on disait, il y a un certain confort, les jeux qui se lancent en même temps, etc. C'est un confort apporté par les consoles parce qu'ils maîtrisent complètement l'OS, quoi. Ouais. Ils sont où les ports sur la machine? Il y en a déjà? Et alors, il y a un port USB en façade, du coup. Donc, il y a un USB type A, mais qui va permettre de recharger, ce qui est logique comme format de port, parce comme ça, tu peux réutiliser le câble que tu avais pour ta Xbox One, etc. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. La manette sera probablement en USB-C. Et après, à l'arrière, par contre, on ne sait pas encore. Notamment, la grande question, c'est est-ce qu'il y aura une entrée HDMI, qui était un des éléments de Media Center de la Xbox One. C'est pas sûr du tout que l'entrée HDMI elle soit encore là sur la série X, du coup, ou sur les prochaines Xbox. Alors, moi, il y a un truc que j'ai vu, c'est des mock-ups, enfin, c'est comment on dit quand c'est des fans qui inventent des projets à partir de ce qui existe déjà. Des concepts, quoi, des concepts de Ouais, fans, des concepts. Donc, à partir de la tour qu'on a vue de la nouvelle Xbox en série X, ils avaient proposé 2 petites machines. Tu as dû les voir aussi passer. Une petite blanche qui serait la version toute digitale sans lecteur Blu-ray. Et puis une autre encore plus petite qui serait la version spécifique à xCloud, finalement, qui serait juste la machine en réseau. Et je trouvais ça assez sympa, mais je me dis peut-être que justement la Anaconda, aurait toutes ces connectiques, et par contre qui disparaîtrait des autres. Peut-être que les gens qui ont l'Anaconda souhaitent encore ce côté multimédia, la machine qui fait tout. Si tu prends avec le lecteur Blu-ray, c'est pas pour rien. C'est pour tes jeux, mais c'est surtout, je pense, pour tout ce qui est multimédia. Peut-être, honnêtement, je ne sais pas du tout, parce c'est vrai qu'ils ont une communication pour l'instant qui est très orientée vers le jeu vidéo. Ils veulent surtout pas réitérer le côté la confusion qu'il y avait eu avec le sport et la télé. Enfin, ils s'en avaient parlé et les joueurs avaient retenu que ça. Du coup, je pense pas qu'ils veulent refaire cette confusion-là. Et du coup, ils insistent sur le fait que la Xbox c'est une console de jeu. Et d'ailleurs, quand ils expliquent le nom Xbox dans leur communiqué de presse, ils insistent sur le fait que la Xbox devrait être une console de jeu ne devrait être que ça, une console de jeu. Donc, vraiment, ils insistent sur le côté console de jeu. Après, je pense, tu vois, Netflix va pas disparaître non plus pour autant. Donc, je pense qu'ils vont quand même garder un certain nombre d'éléments multimédia dans le système, mais on verra à quel point, quoi. Ouais. Parce qu'après, il y a quand même tout le store. Moi, il y a des applications du store, par exemple, je peux écouter ma musique, je lance Deezer et j'ai la musique sur la console. Il y a plein de petites choses finalement qui sont pratiques. Et moi, je t'avoue qu'une console la console qui ne me permettrait plus ça maintenant, ça me refroidirait, ça me donnerait quand même sacrément moins envie d'investir dedans. Je suis d'accord avec toi, mais bon, on verra bien. Ouais. Après, du coup, ils ont quand même dévoilé Hellblade 2. Alors, je ne sais pas si vous aviez essayé Senua Sacrifice Hellblade 1, du coup, qui était le précédent jeu. Non. C'était un jeu c'était un jeu indépendant à l'époque. Le studio a été racheté par Microsoft depuis. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que la scène qu'ils ont montrée, la bande-annonce qu'ils ont montrée, est censée être, du coup, on verra la sortie de la console, mais ils promettent que c'est du rendu temps réel dans le moteur graphique du jeu, quoi. Et ça rend bien? Et ça rend très très bien. Il y a vraiment un grand niveau de détail graphique, c'est assez hallucinant. Ça donne l'impression de regarder une scène cinématique, ce qui serait d'habitude une scène cinématique dans nos jeux contemporains, quoi. Donc ils promettent vraiment beaucoup. Ils promettent vraiment beaucoup avec ce jeu et d'une manière générale avec la console. Ils ont aussi annoncé des extensions de studio, leur propre studio interne, donc ils vont encore grandir. Donc notamment Undead Labs qui ouvre un nouveau studio. C'est ceux qui avaient fait Day of Decay. Le nom me dit quelque chose. Bref, un jeu de zombies. Le nom me revient pas. Mais State of Decay. Mais du coup, eux, ils ouvrent un nouveau studio et Compulsion Game, ils sont en train de lancer une nouvelle licence de jeux vidéo. Donc on verra. Mais voilà, il y a beaucoup de bonnes choses du côté de Xbox, quoi. Ok. Merci beaucoup, Cassim. Est-ce que Florian, tu veux rajouter quelque chose sur la partie Xbox? Non,
c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, donc je pense que j'ai pas à dire grand-chose de supplémentaire. Non, mais est-ce que c'est une machine qui t'intéresserait ou pas trop? Non. Non, mais au moins c'est clair, c'est net. Non, je n'achèterai pas. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, il n'y aura pas d'exclus qui seront pas sur PC. Si? A priori, non. Donc non, voilà, pour moi, la question. Ça ne présente pas d'intérêt, ouais. Voilà. Ok, ça marche. Merci Florian. Bon, ben moi je vous propose de clôturer ce dossier Xbox et de passer tout simplement aux news et rumeurs. Allez, c'est parti. On va commencer ces news et rumeurs avec une partie Windows. Et Florian, peut-être tu pourrais nous faire un petit retour sur l'évolution des cercles insider chez Microsoft. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait des nouvelles fonctionnalités. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, c'est pas vraiment des nouvelles fonctionnalités, c'est juste qu'il y a quelques semaines, ils avaient fermé le canal Skip. On en avait parlé. Et depuis, on était revenu avec un simple système fast, slow et release preview. Et ils ont annoncé qu'à partir de maintenant, ils changeaient un peu la façon dont les rings vont fonctionner. Le canal fast va devenir le canal sur lequel on aura toujours les versions les plus proches du développement. C'est-à-dire vraiment ce qui était avant en fait le release preview. Et en fait, le canal fast, il sera jamais lié à une version. Il sera toujours la version pré-release. Et petit à petit, ils descendront des fonctionnalités qui sont devenues assez stables du canal fast vers le canal slow. Et c'est celui-là qui fera c'est sur le slow et les canaux en dessous qu'on testera des versions finalisées. Au final, on ne testera plus jamais de version finalisée sur le canal fast. Si on est sur le canal fast, on sera toujours sur le code en développement pour toujours. On ne repassera jamais sur une version stable. Pour repasser sur une version stable, il faudra descendre sur les canaux en dessous. Je ne sais pas si j'ai été clair. Tu vas voir, tu vas me dire si tu es d'accord avec ce que j'avais compris, enfin mon analyse de la chose, c'est que ils promettent plus du coup aussi que, quand ils balancent une fonctionnalité en test, du coup ils promettent plus vraiment avec quelle version de Windows 10 cette nouveauté sortira du coup. Par exemple, ils pourraient très bien dire, enfin là la nouvelle build, ils vont mettre une build en test pour les gens qui sont en Insider Fast. Et ils diront plus c'est Windows 2020 début d'année ou Windows 2020 fin d'année. Et ils diront plus si telle nouveauté. On avait, par exemple, je pensais à, si vous vous souvenez des sets du coup, dans l'explorateur qui avait disparu. Voilà, j'ai l'impression qu'ils veulent plus trop reproduire ça. C'est-à-dire qu'ils veulent balancer des fonctions, les gens testent, mais ils promettent plus que ça arrivera avec une telle ou telle version et ils le développeront tant que ce ne sera pas finalisé. Et si jamais c'est jamais finalisé, ben, ils vireront la nouveauté, mais ils n'auront jamais promis que cette nouveauté allait arriver avec telle ou telle mise à jour, quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, il y a de ça aussi, oui, clairement. Les fonctionnalités descendront du canal fast, ce que je voulais dire, en dessous, juste quand elles seront finalisées, mais pas avant. D'accord. Je pense que dans le canal slow, il n'y aura plus jamais vraiment de version vraiment bêta. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça, parce que j'ai l'impression que ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de bulles dans slow. C'est à voir. Je sais pas, ouais. Du coup, ah oui, toi, tu veux dire que même en fast, tu trouves qu'il n'y aura plus de version vraiment instable, en gros, enfin. Oh, non, de toute façon, moi j'ai déjà l'impression qu'ils sortent quasiment jamais de version instable. Ils ont trop peur. Mais oui, non, mais ce que je voulais dire, c'était en slow. À présent, quand même, régulièrement, il y a des bulles de fast qui arrivent en slow. Je veux dire, si maintenant ils attendent que vraiment ils soient sûrs des fonctionnalités qu'ils vont mettre dans la version suivante, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même beaucoup moins de bulles dans le canal slow qu'actuellement. Après, je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui utilise le canal slow par rapport au release preview. J'ai l'impression que les gens qui veulent vraiment juste tester un petit peu, ils vont aller en release preview. Et ceux qui veulent les bêtas vraiment en avance, ils vont aller en fast. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui utilise le canal slow. Je me demande si Microsoft a des statistiques là-dessus ou s'ils en ont déjà parlé. Je ne crois pas. C'est à voir. Non, mais je suis assez d'accord avec ton analyse, avec ta proposition. Je pense effectivement que les gens comme moi ont envie de tester quelques trucs, mais sans prendre de risques, ils restent en release preview. Et après, les gens qui veulent tester, ils font le pas, ils sautent directement sur le fast. Ok. On va enchaîner. Cette fois-ci, on va laisser Windows de côté et on va parler d'un nouvel élément qui appartiendra plus ou moins à Windows. C'est le nouveau navigateur Edgeium qui sera
sur nos PC en version définitive, en version, comment on dit, en version normale, stable, merci Cassim, en version stable dans 3 semaines environ sur nos machines. Et ça, Cassim, c'est plutôt bien pour tout le monde, je pense. Alors c'est plutôt bien, ils ont un peu clarifié comment ils allaient déployer le truc, et en fait ils y vont pas par 4 chemins, hein. Il va être déployé, il va être déployé en téléchargement automatique sur tous les PC qui sont sous Windows 10, sauf à partir de la version, je sais plus quelle version, mais une version assez lointaine, c'était la version de mi-2018 je crois. Ouais, 18.03 ou 18.09. Oui, donc non, c'est de début d'année, ouais, de 2018, donc... Si vous avez si votre PC a été mis à jour il y a un an, il y a plus d'1 an, vous aurez aussi le droit au nouveau Edge en téléchargement automatique à partir du 15 janvier. Et il n'y a vraiment que les utilisateurs professionnels et les entreprises qui peuvent encore régler le truc pour tenter d'empêcher le téléchargement automatique. Mais globalement, tout le monde passe au nouveau Edge en janvier, quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et est-ce que c'est une bonne chose ? Moi, je dirais que oui, parce que c'est un super navigateur et globalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui soit nostalgique de l'ancien Microsoft Edge quand tu passes au nouveau, quoi. Mais il marche tellement bien le nouveau que. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils ont promis un certain nombre. Enfin, il y a de la documentation sur leur site pour expliquer un peu comment vont marcher les choses, notamment la transition et le fait que les raccourcis que tu as installés, par exemple dans la barre des tâches ou dans le menu démarrer, passeront automatiquement sur le nouveau Edge aussi, ils vont garder tout ça. Ils précisent que donc, les EPUB, il faudra télécharger une application dédiée pour les lire. Il y aura aussi certains fichiers type XML qui seront plus lus par le nouveau navigateur. C'est certains types de XML précisément qui sont pas lus par le nouveau navigateur. Et du coup, il va automatiquement, Microsoft va automatiquement désinscrire Edge de l'application par défaut pour ce protocole-là. Donc Windows vous mettra la petite page pour vous dire je ne connais pas d'application qui puisse l'ouvrir, ou vous proposera d'autres applications qui sont sur votre PC et qui sont compatibles. Donc voilà, ils vont essayer de bien faire les choses, j'ai l'impression. Et on verra bien si les gens sont contents ou pas, mais je pense quand même oui que c'est une bonne chose. Et ils ont ouvert, j'en profite aussi pour dire qu'ils ont ouvert la boutique d'extension officiellement. Jusqu'à présent, elle était en bêta, on va dire. Maintenant, le site est ouvert et normalement, ils reçoivent les développeurs. Les soumissions. Les développeurs peuvent proposer leurs extensions. Ok. Bon, pour compléter ce que tu disais, Cassim, il y a la version développeur édition de Edge Chromium qui propose aussi la prise en charge maintenant des processeurs ARM 64 bits. Donc on avance un petit peu plus vers ce navigateur qui est capable de fonctionner sur tous les appareils Microsoft. On pense à la Surface Pro X notamment. Ouais. Voilà. Ok. Je ne sais pas vous, mais je crois qu'on a fait le tour des news Windows et on va passer à quelques petites informations supplémentaires, Florian, sur l'écosystème un petit peu en mobilité en parlant du Microsoft Launcher, par exemple. Tu as remarqué qu'il avait un peu plus de gesture ? Oui, j'ai même activé ça depuis 5 jours maintenant, depuis le jour où c'est apparu. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, un petit peu en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Alors, en fait, c'est exactement les mêmes types de gestures qu'il y avait déjà sur Android 10 et j'imagine qu'iOS avait quelque chose d'assez similaire, parce que je crois que c'est apparu aussi à peu près à la même époque. Cassim pourra confirmer, je pense. C'est-à-dire que pour revenir à la page précédente, si on ouvre une autre application, pour revenir à la page précédente, on slide vers l'arrière. Pour revenir au menu principal, on slide vers le haut. Lorsqu'on est sur le launcher, on slide vers le haut pour la liste d'applications. Ouais, c'est ce qui est vraiment classique, hein. C'est une façon vraiment de remplacer la navigation aux 3 boutons d'Android par des navigations en slidant sur l'écran de, je sais pas, mon téléphone, en plus c'est assez bas, c'est con, c'est pas grave. Donc en slidant d'un côté ou de l'autre. Après, franchement, moi j'ai du mal. Ça fait plusieurs fois que je me force à continuer de l'utiliser pour m'habituer, parce que je me dis que c'est une question d'habitude, mais j'arrête pas de me planter dans tous les sens. Et régulièrement, ça me frustre assez. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Ça fait 10 ans que j'utilise les téléphones avec les boutons de contrôle dans la barre de navigation en bas. Je pense qu'au bout d'un moment, en s'habituant, ça va aller mieux. Mais par exemple, vous voyez dans le Microsoft Launcher, lorsqu'on est dans la liste des applications, à droite, il y a une liste alphabétique des applications. Et moi, je slide toujours depuis le bord de l'écran vers la lettre que j'utilise.
pour aller, par exemple, si je veux aller à P, je slide du bord d'écran vers mon P. Mais là, je peux plus parce que ça lance le slide pour ouvrir pour avancer dans l'application. Enfin, ça utilise la gesture au lieu de appuyer sur la lettre P. Donc si on veut appuyer sur un élément de l'écran, il faut vraiment pas venir de l'extérieur de l'écran, mais appuyer dessus. Ça, moi, j'avais l'habitude d'arriver sur mon écran depuis l'extérieur, et donc je peux plus faire ça. Mais bon, après, je pense que c'est une petite question d'habitude et que on peut aller plus vite une fois qu'on s'est habitué à la nouvelle méthode. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez un endroit où on peut retrouver la liste et les explications de ces nouvelles gestures? Parce que quand tu installes le Microsoft Launcher, tu n'as pas justement de pop-up qui s'affiche en t'expliquant, tiens, voilà, si tu fais ça, ça te fera telle action, tu peux faire ça, comme ça, comme ça. C'est dommage, ça manque un petit peu. Moi, je me suis retrouvé là à dire, mais je comprends absolument rien, comment j'utilise ce truc, et j'ai cherché sur Internet, j'ai ouvert mon PC, j'ai cherché sur Internet, liste des gestures. C'était vraiment... D'accord, tout simplement. Voilà, mais bon... C'est vrai que c'est dommage parce qu'on se retrouve un peu perdu dedans. Quand t'as pas l'habitude, moi je sais que les premières secondes, je comprenais rien à ce que mon téléphone faisait. Hein. J'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et un petit tutoriel, ça aurait été bien en fait au moment où on active les gestures. D'accord. Et après, on est encore en bêta. Hein. C'est en bêta, je crois, non? Ou ils l'ont mis pour tout le monde? Non, c'est la version normale, ça. D'accord, ils l'ont mis pour tout le monde. Bon, d'accord. Donc, bon. J'allais dire peut-être que d'ici la version finale, ils mettront un tutoriel, mais non. D'accord. Non, il me semble vraiment qu'on est en version ordinaire. Après, il y a le canal bêta, comme pour toutes les applications Android. Voilà. Cassim, toi, tu as un iPhone de manière personnelle, mais est-ce qu'avec le boulot, tu as pu tester cette nouvelle version du Microsoft Launcher? Alors non, parce qu'en ce moment, je ne vais pas au boulot, figure-toi. C'est bizarre, ça. Oui, bizarrement... Tu fais du télétravail. Oui, beaucoup, en ce moment. Malgré moi, et du coup, effectivement, je n'ai pas eu l'opportunité de tester cette nouvelle version, et d'ailleurs, Android me manque, je peux pas bidouiller les choses sur Android en ce moment, je suis bloqué avec mon iPhone. D'accord, bon. Ok. On va continuer avec l'information suivante que j'ai mangée. La synchronisation des smartphones Android avec Windows, on revient un peu à Windows. C'est ça. C'est ça, vous connaissez l'application YourPhone. Alors jusqu'à présent, YourPhone vous permettait, alors pour tout le monde, je ne vais pas parler des personnes qui ont des Samsung haut de gamme, vous pouviez récupérer vos 25 dernières photos, vous pouviez passer des appels, vous pouviez envoyer, recevoir des SMS et des MMS, ce qui est déjà pas mal. Après, pour ceux qui ont les smartphones haut de gamme, vous pouviez utiliser votre ordinateur en mode miroir, donc vous pouviez jouer vos applications du téléphone sur l'ordinateur. Et si vous aviez un stylet et un appareil type Surface Pro, vous pouviez utiliser votre stylet sur la Surface Pro pour l'utiliser sur votre smartphone. Là, Microsoft a lancé une mise à jour de l'application YourPhone sur PC et on n'accède plus aux 25 dernières photos, mais aux 2000 dernières photos. Donc c'est vrai que ça laisse un petit peu plus de marge pour aller chercher dans ces photos. Les 25 dernières, c'est un petit peu limité, mais c'est pratique si on le fait tous les jours. Voilà. Bon, et puis ensuite, il y a de la correction de bugs, mais il n'y a pas grand-chose de plus, il me semble, de mémoire sur cette information. Oui, c'était vraiment le passage à 2000 photos qui est intéressant pour pouvoir synchroniser. Quand on revient de vacances, hop, on peut synchroniser ces 2000 photos. Déjà, vous vous en servez, vous, de YourPhone? Oui. 2-3 fois par semaine. En fait, c'est juste la fonction photo, au final, je m'en sers pas parce qu'en général, il a synchronisé puis sur OneDrive avant même que j'ai besoin d'y aller, en fait. C'est juste que ça va... Enfin, après, peut-être que c'est pour les gens qui n'utilisent pas forcément OneDrive aussi, je sais pas. Ouais, c'est vraiment pour tout le monde, donc tu utilises OneDrive ou autre chose. Moi, ça dépend des fois. Il y a des fois, mon Android met du temps à synchroniser les photos. Ah oui, si t'as la connexion, ça va plus vite avec... pourtant, en journée, la connexion va bien, c'est que le soir où ça plante. Mais bon, voilà. Voilà, donc vous avez YourPhone qui vous permet d'accéder plus facilement à vos photos. On va continuer cette fois-ci, Florian, avec une news qui a dû te faire plaisir quand même, avec un petit sursis. Windows 10 Mobile, oui, bon, il y aura une dernière mise à jour de Windows 10 Mobile parce que le support devait normalement se terminer le 10 décembre et ils ont annoncé que finalement il se terminerait genre le 15 janvier, quelque chose comme ça, je sais plus. Pourquoi? Oui, c'est ça, pourquoi? Pardon? Pourquoi? Oui. On sait pas pourquoi. Donc la date a changé sur le site, bref. Il y avait encore un employé de Microsoft qui avait un Windows Mobile et il a dit hop les gars, là, au moins un mois s'il vous plaît. Peut-être que tu sais, avec les retards de livraison pour Noël, le dernier chez Microsoft qui avait son Windows 10 Mobile,
il avait pas reçu son Android, alors il était là, s'il vous plaît, ajoutez un mois de support. Bref, le support se terminera maintenant le mois prochain. Et j'ai eu une nouvelle mise à jour sur mon 950, donc oui, il y a eu une mise à jour de décembre. Et ils ont également annoncé que le support des applications Office durera encore 1 an. Donc éventuellement, les UWP sur Windows Mobile pourraient être encore utilisés jusqu'en 2021. Bon, après, franchement, à part ça, je pense qu'il n'y aura plus grand-chose. Mais Non. Il est temps de partir. Voilà. Oui, allez, sortez. Nous avons éteint la lumière, allez, sortez. On va couper le chauffage. C'est exactement ça. Et là, il commence à jouer avec l'interrupteur pour te faire comprendre qu'il faut partir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Bon, allez, on va continuer avec 2 informations beaucoup plus légères. Florian, je crois que tu vas nous parler d'abord d'icônes dans le monde Microsoft, mais alors très rapidement. Oui, non, c'est juste qu'on mettra le lien dans le post, mais il y a un employé de Microsoft qui gère tout ce qui est design chez Microsoft. D'ailleurs, c'est bien, maintenant, il y a quelqu'un qui gère le design chez Microsoft. Non, mais je veux dire quelqu'un d'unifié. Avant, chaque équipe faisait un peu ce qu'elle voulait dans son coin, et on n'a jamais eu vraiment d'unification. Je ne sais plus comment s'appelle cet employé, parce que j'aurais dû me préparer un peu mieux ce podcast. Mais donc, il a posté un petit peu toutes les recherches qu'ils font sur tous les services et outils Microsoft et comment ils essayent d'unifier toutes les icônes avec Fluent Design, la 3D, toutes ces nouvelles icônes qu'on a aujourd'hui. Donc, on voit un peu les premières recherches, par exemple, parce qu'ils avaient des recherches d'icônes Outlook. Par exemple, ils avaient hésité entre la remettre en orange ou la garder en bleu. Bref, le futur logo Windows qui sera utilisé sur Windows 10 X et qui probablement sur Windows 10 normal aussi à terme. Bref, toutes les icônes qui remplaceront les icônes actuelles et qui seront dans un design language unifié à long terme. Par exemple, on voit aussi la future icône calendrier, qu'on avait déjà vu ailleurs, je crois, la future icône Notepad. Enfin bref, il y aura... Chaque produit Microsoft devra avoir une icône en Fluent Design à terme. Alors, je ne sais pas dans combien de temps, mais à terme, ça devrait arriver. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Florian. Et peut-être une toute petite information, mais je crois qu'on en a parlé la semaine dernière. Tu voulais parler des sticky notes qui arrivaient sur le web. Est-ce que tu voulais dire que ça arrivait à l'intérieur d'Outlook par hasard? Oui, c'est ça, mais non, vous en avez parlé la semaine dernière. C'est ça. C'est un news à rappeler, mais vu que vous l'avez fait quand je n'étais pas là, ben voilà, c'est ma faute. Alors juste, je ne savais plus comment ça s'appelait la semaine dernière. J'ai vérifié en faisant le montage et c'est dans la partie qui s'appelle Notes et c'est juste en dessous de vos mails. Ça s'appelle Notes tout simplement. Et vous retrouvez vos sticky notes synchronisés partout. Voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour de cette semaine. Merci Cassim et merci Florian. Bon merci dossier Xbox. Ben, avec plaisir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je crois... Spoiler alert, la Xbox, ça va être le fil rouge de 2020. Je ne sais pas du tout pourquoi tu dis ça, Cassim. Tiens, vous voulez voir un HGM qui tourne sur un 950? Ah oui. Magnifique, hein? Voilà, ça c'est pour faire plaisir à notre camarade Dermins qui est sur le live. Oui, sur le chat, on vient de me demander. Ça tourne, honnêtement, c'est extrêmement lent. Hein. C'est lent au point d'être quasiment inutilisable, mais bon, ça tourne. Ok. Ben, le 950 commence à être un petit peu fatigué. Monsieur, faut quitter cet appareil, monsieur. Oui. Faut partir maintenant. Faut partir maintenant, c'est ça. Ok. Allez, mais si tu dis, Cassim, qu'il faut partir maintenant, moi je vous propose de partir. Je vous propose de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On est le 19 décembre, donc d'ici 6 jours, Noël arrive. Alors bon, il y avait une polémique sur Noël aussi dans Visual Studio, mais ça on en parlera une autre fois. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est la paix de Noël, justement. Ah, ben il semblerait que ça soit pas la paix pour tout le monde. Non, c'est vrai que c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar. Bref, allez, passez de bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien, ne vous goinfrez pas trop et on se retrouve à la rentrée avec d'autres actualités de l'univers Microsoft. Allez, merci Cassim, merci Florian, à très bientôt, salut. Ciao. Ciao. Bonne fête de fin d'année.